santé publique. Oui, alors on considère qu'une demi-heure, peut-être, on pourrait... rapidement, est-ce que vous pouvez faire une demi-heure? C'est bon? On pourrait ne pas aller si on va. En fait, même le trajet à pied, ça devrait prendre plus qu'une demi-heure si on parle pas. Fait que Oui. ça va sûrement se faire en 1 heure si on fait ça très rapidement. Peut-être, parfait, mais ce que je voudrais éviter que les gens nous lâchent tranquillement, pas vite, tu comprends? J'aimerais bien qu'on puisse finir avec le même nombre qu'on a commencé, si c'est possible. Parfait, on compte sur vous. Ok, ben pour, moi je me mets en arrière pour voir s'il y a des déserteurs. Je les frappe. les abattre, les c'est Bande de traîtres. D'abord, je fais l'introduction rapidement. D'abord, merci d'être là. François et Dominique vont s'occuper de la visite. Ils ont fait une recherche cette session sur les personnes célèbres qui sont inhumées ici. Donc, ça commence bien sûr au pied du monument consacré aux patriotes, qui est avec le monument du Vernet, le plus ancien monument du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, puis en ce sens, puis aussi qui est colossal. Je vous rappelle que ce monument-là, il a été érigé en l'honneur de ceux notamment qui ont été pendus et qui ont dont on a dû transférer le corps au milieu du 19e siècle. 1858, ça fait donc 150 ans que ce monument-là a été érigé. Alors, il rappelle sur ses côtés la contribution soit des exilés, des combattants, des hommes, des femmes politiques. Pour le reste, François et Dominique vont vous lancer à conquête, donc à mieux connaître ce cimetière-là. Puis je suis content, je les remercie parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au cimetière à Côte-des-Neiges, ils sont perdus et s'en vont. Vous autres, vous allez avoir la chance d'avoir une petite initiation. Voilà. Au moins si vous en allez, en tout cas vous ne serez pas perdus. Donc, je ne sais pas si on sera au pied du monument. On pourrait peut-être le faire ici. Partie du 20e siècle, c'est-à-dire le stade olympique, évidemment, le métro de Montréal. C'est lui qui était l'initiateur de l'Expo 67, qui visait en fait à commémorer le 100e anniversaire de la Confédération. Il a commencé sa carrière, en somme, en tant qu'avocat. Il a été membre d'une enquête publique qui visait en fait à publiciser, en fait, à juger les policiers corrompus à Montréal. Ça s'est appelé l'enquête Caron. Suite à la remise, au dépôt de l'enquête, il y a eu 29 policiers qui ont été suspendus, dont le chef de police de Montréal. C'était assez louche à l'époque. Bref, il a profité en fait de cette vague de popularité-là pour se présenter à la mairie, en somme. Puis il a été élu, notamment avec la promesse de nettoyer Montréal de ses bas-fonds, de ses bordels, parce que Montréal à l'époque était décrié comme une ville portuaire aux mœurs douteuses où la pègre régnait. Ce qui était somme toute assez vrai sur Saint-Laurent aujourd'hui, qui était la Maine, on appelait ça Red Light. Bref, suite à cela, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a été justement l'initiateur de la construction du métro, qui était un des plus modernes à l'époque, puis qui a aussi la particularité d'avoir dans chaque station des œuvres d'art différentes. C'est aussi lui qui justement, comme je vous l'introduisais tout à l'heure, qui a fait venir ici les Jeux olympiques à Montréal. Il a profité en fait de sa très large majorité, de 92% des voix à la mairie de Montréal pour faire accepter son projet. Puis à l'époque, ça devait coûter, je pense, 300 millions. Finalement, après coup, ça a coûté 1,3 milliard. Puis ça, je compte pas là-dedans, tout ce qui a suivi dans les années 80-90 par rapport à la toiture. Là, ça, on n'en parle pas. Puis il y a une phrase d'ailleurs très drôle là-dessus, parce que suite au possible, en tout cas, il y avait des opposants qui lui avaient posé des questions justement par rapport au possible déficit. Puis il avait dit une phrase très drôle. Il avait dit il est à peu près aussi impossible pour les Jeux olympiques d'être déficitaire que pour un homme de devenir enceinte. Donc, je vous laisse en juger. Peut-être avec la science un jour, là. Ouais, avec la science, voilà. Puis, ben voilà. Ok, messieurs, dames, ici, on a la tombe de Pierre Bourgault, qui est un des plus connus, en tout cas des militants pour l'indépendance du Québec. Et puis, c'est pas pour rien d'ailleurs. Pierre Bourgault, il est né à East Angus, dans les cantons de l'Est, mais c'est à une époque où déjà, disons, les Canadiens français reprenaient leurs droits sur le territoire, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il a été marqué, lui, très jeune, par justement la situation linguistique au Québec, puis aussi par rapport au rôle de l'Église au niveau politique. Pierre Bourgault s'est joint dans les années 60 au Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui est un parti indépendantiste fondé par Marcel Chaput et André Dallemagne, qui en sont les idéologues. Il va leur succéder à la tête du parti en 1964. Pierre Bourgault, écoutez, c'est fort probablement un des plus grands orateurs qu'on a eu au Québec au 20e siècle. C'est un type qui savait vraiment manier le verbe, puis les intonations, c'était quasiment théâtral en somme. Puis si vous avez jamais vu, vous tapez son nom sur YouTube ou sur les archives de Radio-Canada, vous allez avoir des
extraits de discours. En tout cas, c'est vraiment une sacrée trempe d'hommes politiques. Sinon, après avoir sabordé le RIN en 1968, si je ne m'abuse, pour se joindre au mouvement Souveraineté Association de René Lévesque, c'est justement, ils se sont joints au PQ. C'était l'optique aussi de rassembler les forces souverainistes dans un seul et même parti. Mais plus tard, en rétrospective, il va déclarer que ça a été une erreur, parce que, en somme, il qualifiait, il y a eu des querelles légendaires avec René Lévesque, là, qui considérait comme un petit despote de province. Je pense que c'était ça la citation. Exactement. Sinon, après ça, la carrière, disons, post-politique, quoi, qui a toujours été mêlée en politique quand même, soit par l'apparition d'ouvrages comme Maintenant ou jamais, et moi je m'en souviens, qui était d'ailleurs une réplique à un ouvrage de René Lévesque. Ben, il a écrit pour les trois principaux quotidiens francophones montréalais, c'est-à-dire La Presse, Le Devoir et le Journal de Montréal, où il a fini sa vie. Il y a également, ça c'est moins connu, mais au début des années 80, il a écrit pour La Gazette à Montréal, puis il a aussi écrit pour le Globe and Mail dans les années 90. C'est quand même, ça m'a surpris. Puis sinon, quoi dire d'autre? C'est un prof de l'UQAM. Il a été prof de l'UQAM, exactement, en communication, merci de me le rappeler. Il a d'ailleurs été prof de, je pense, Guillaume Lepage, il mentionne souvent José Di Stasio, Jean-Claude Lauzon et compagnie. Il y avait des cours de... Probablement le héros ultime au Québec dans les années 50, 40-50 même, je dirais. Maurice Richard, c'est de un excellent hockeyeur, évidemment, qui a à son actif plusieurs records de la Ligue nationale, en fait, dont certains ont été dépassés, mais certains non. Par exemple, c'est lui qui a le plus de buts en série éliminatoire. C'est aussi, rappelle-moi, Ouais. Voilà. Puis un des événements les plus marquants de sa carrière, en fait, c'est l'émeute du Forum. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a entendu parler. Parce qu'en 1955, il y a eu une sacrée altercation entre Maurice Richard et un des joueurs de Bruins de Boston à Boston. Puis Richard commence à se tapocher avec le joueur des Bruins. Tout d'un coup, il y a un juge de ligne qui se présente et qui commence à retenir Richard pendant que le joueur de Boston continue à le frapper. Fait qu'à la troisième claque sur la gueule, il s'est tanné. Il s'est reviré puis il a frappé carrément le juge de ligne. Fait que suite à ça, il a été expulsé du match puis il y a eu une espèce de semblant d'enquête bâclée. Puis finalement, il a été expulsé de la saison, en fait. En plus, c'était important parce que le Canadien se battait pour la première place au classement. Puis Richard, il se battait pour le championnat des marqueurs. L'enquête, en somme, au Québec, ça a été perçu comme, disons, quelque chose de racial, comme quoi il aurait été défavorisé étant donné qu'il était Canadien-Français. Ce que ça a provoqué, c'est que le 17 mars suivant, journée de la Saint-Patrick à Montréal, les Canadiens jouaient contre Philadelphie, si je ne m'abuse. Et aussitôt que le président de la Ligue nationale, Clarence Campbell, il s'est pointé, ben là, écoutez, les bouteilles ont commencé à fuser partout, les gens lançaient des tomates, bref, aussitôt qu'il y a eu une bombe lacrymogène, ça a viré à l'émeute, on a été obligé d'expulser les gens du Forum. Dans la rue, ça s'est continué pendant 6 heures de temps, ça l'a démoli. Tout ce qui est pourtour sur la rue Sainte-Catherine, les vitrines, je ne sais pas si ça vous rappelle un événement récent. on a le don à Montréal pour... Oui? Est-ce qu'historiquement, c'est arrivé souvent qu'il y ait des émeutes comme ça à cause du hockey à Montréal? Ah, écoute, en rétrospective, je pourrais pas te dire. Je sais en tout cas qu'il y a celle de 93 qui est mémorable, mais entre celle de Maurice Richard et celle de 93, je t'avouerai que je serais très mal placé pour te renseigner, Gadia. Mais je crois que ça serait, ça serait probable. Mais en somme, l'émeute de Maurice Richard, ça a été perçu par beaucoup, disons, comme le premier pas de la Révolution tranquille, parce que c'était la première fois, disons, que les dociles Canadiens-Français se révoltaient, et vraiment révoltaient, là, quitte à tout brûler. Puis, en fait, Maurice Richard, c'est ça, ça a été un héros, non seulement pour ses exploits sur la glace, mais aussi ses exploits sportifs revêtaient vraiment une valeur symbolique dans un contexte de Québec qui était dominé économiquement et politiquement par une minorité anglophone. Et le peuple francophone vraiment s'en servait comme un porte-étendard, puis c'était un grand héros, voilà. Ça rappelle un peu le contexte sanitaire, puis disons, au niveau de la santé publique au début du siècle à Montréal. À Montréal, au début du siècle, en 1900, il y avait le quart des enfants qui décédaient. Majoritairement, c'était des Canadiens français, ça touchait beaucoup plus les francophones. En somme, c'est des taux de mortalité infantile qui se rapprochent un peu à Calcutta, c'est assez énorme. Ça s'explique en somme par l'exode des ruraux qui venaient grossir les rangs des quartiers de l'Est de Montréal, puis aussi l'immigration européenne qui était logée dans des bâtiments complètement insalubres, qui étaient... Pardon? Des taudis ouvriers carrément.
En somme, étant donné le taux de mortalité assez impressionnant pour les Canadiens français, notre élite locale qui voyait un péril à la race, en somme, s'est rassemblée, notamment Justine Lacoste-Beaubien, qui était issue de la petite bourgeoisie canadienne-française. Elle s'est alliée avec Irma Levasseur, qui était la première femme médecin au Québec. Puis ils ont fondé, au départ, c'était un tout petit hôpital qui était situé, si je ne m'abuse, au coin de Roy et Saint-Denis. Puis de fil en aiguille, ça l'a déménagé 2-3 fois pour être aujourd'hui localisé dans la côte Sainte-Catherine. Ça s'expliquait par la demande accrue du baby boom, évidemment. Il fallait avoir une plus grande superficie. Donc aujourd'hui, Sainte-Justine, c'est un centre national important pour la pédiatrie. Ça injecte 130 millions dans l'économie montréalaise. Puis, au départ, il y avait 5 gardes malades, avec 5 domestiques, une garde malade. Aujourd'hui, c'est 900 infirmières, 535 médecins. 490 lits. Plusieurs cliniques spécialisées, bref. Voilà. Tout ça grâce à Justine Lacoste-Beaubien. D'ailleurs, c'est pas à son nom qu'on a nommé l'hôpital, mais bien à Sainte-Justine, qui est la patronne des enfants malades. On arrive qui est là, avec la grande tombe avec la croix marquée Robert dessus. Vous voyez? Tout le monde voit. En fait, Yvon Robert... Yvon Robert? Ben oui, je pense que c'est le héros de ton grand-papa. Peut-être vous, ça vous dit rien, là, mais vous parliez de ça à vos grands-pères, puis probablement que les yeux vont s'allumer. Parce qu'on l'oublie beaucoup, mais Montréal a déjà été une ville de lutte. Avant, surtout à partir du crash économique des années 30, les billets au forum avaient augmenté. Puis les gens avaient plus beaucoup de moyens, donc allaient en masse à l'Arena Mont-Royal voir des matchs de lutte. Puis Yvon Robert, avant Maurice Richard, c'était le héros ultime des Québécois. Il a commencé sa carrière en 1932, à 17 ans si je ne m'abuse. D'ailleurs, son premier cachet, c'était un gros 25 $. Puis suite à ça, écoutez, il a remporté 16 fois le titre de champion du monde de lutte. Ça a été un grand héros. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas grand-chose. Allez, continuons. C'était-tu truqué? Pierre Laporte, ça a été le ministre du Travail du gouvernement Bourassa qui s'est fait kidnapper par le Front de libération du Québec, mouvement socialiste révolutionnaire des années 60-70. Il s'est fait kidnapper aussi avec par la cellule Chénier, si je ne m'abuse. Puis il a été exécuté, en tout cas exécuté, ou il est décédé, en tout cas dépendamment des thèses par rapport à sa mort. Retrouvé dans un coffre d'auto de l'aéroport de Saint-Hubert. Puis ça a d'ailleurs marqué la fin de la vague de sympathie à l'égard des pelquistes. Parce qu'à partir de ce moment-là, disons, l'adhésion a commencé à baisser. Puis il y a eu évidemment la loi des mesures de guerre là, qui a été établi. Ouais, j'en parle tout de suite? Bon, mais on n'ira pas à sa tombe, mais je vais vous parler de Thérèse Casgrain, qui est une grande dame de l'histoire du Québec, grande militante féministe. Thérèse Casgrain est issue d'un milieu bourgeois, mais rapidement, d'ailleurs son père était un des hommes les plus riches de Montréal, il était propriétaire d'une maison de courtage. Mais rapidement, elle va prendre conscience des inégalités sociales, particulièrement de la condition de la femme au Québec. Ah, le bordel! Particulièrement au niveau de la femme au Québec. Donc, elle va se joindre avec d'autres militantes féministes comme Idola Saint-Jean, puis Marie Gérin-Lajoie, pour former en fait la Ligue pour le suffrage féminin. Puis dès le départ, ils ont commencé à faire pression sur le gouvernement Tachereau et Duplessis par après, pour justement accéder au droit de vote, chose qui s'est faite dans les années 40. Là. Mais entre-temps, en 1932, elle a créé puis animé une émission sur les ondes radiophoniques de Radio-Canada qui s'appelait Fémina, puis qui visait principalement à expliquer la démarche féministe, puis aussi à démystifier les préjugés gros comme ça que les hommes entretenaient par rapport à cette cause-là. Elle va se battre aussi beaucoup contre le Code civil de 1866 qui maintenait la femme mariée dans un statut d'éternel mineur. Fait que ça, donc, elle va l'emporter. Puis aussi, elle va se présenter en politique pour le Parti libéral en 1942. Elle va être défaite, mais ça va quand même montrer quelque chose. De un, que les femmes s'intéressent à la politique, puis que de deux, ils sont conscients de leur droit d'éligibilité. Mais rapidement, elle va être,
disons, découragée par les grands partis en place, en l'occurrence les libéraux et les conservateurs. Puis elle va se joindre, c'est quand même étonnant, là, la femme bourgeoise, elle va se joindre au CCF, qui était le Cooperative Commonwealth Federation, je pense, c'est ça. Oui. Puis elle va devenir en fait la vice-présidente au niveau national, puis plus tard la présidente de l'aile québécoise qui s'appelait le Parti social-démocrate. Donc elle va être la première femme au Canada, chef de parti politique et de surcroît socialiste. Ok, bonjour Montferrand. On va t'entendre. Oui, Joe Montferrand est enterré ici. Donc, Joe Montferrand, vous connaissez sûrement la légende de l'homme fort du Québec. Au Québec, on a tendance à valoriser, surtout dans le temps de la légende orale, la valorisation beaucoup des bêtes de muscles. Et Joe Montferrand qui mesurait, semble-t-il, 2 mètres et qui était justement tout en muscles. Quelqu'un qui est de Montréal, mais dont la légende va naître en Outaouais. Donc l'Outaouais qui à l'époque était vraiment la plaque tournante de l'industrie forestière qui se développait à ce moment-là. Il y avait une demande pour le marché américain, en Grande-Bretagne, une demande locale aussi. Donc il y a eu comme un boom économique et démographique en Outaouais dans cette période-là. Hein? Donc c'est ça, il y a eu un boom économique parce que c'était dû à 3 grandes raisons. La demande pour le bois d'œuvre au niveau du marché américain, la demande aussi pour du bois pour la Grande-Bretagne, dû entre autres au blocus continental de Napoléon, puis aussi ici à l'échelle régionale pour le bois de sciage. Puis l'Outaouais à l'époque a été le théâtre de ce que les historiens ont appelé la guerre des Shiners, qui consistait grosso modo en des affrontements entre Canadiens-Français, entre bûcherons canadiens-français et bûcherons irlandais, parce que ça correspond aussi à l'époque où les immigrants irlandais arrivaient de plus en plus nombreux, puis concurrençaient les Canadiens-français dans les emplois d'ouvriers comme ça, de journaliers, disons. Est-ce qu'on va la voir, la tombe? Ouais, ben tout ça, on la voit-tu encore? On va passer dedans? Okay. Puis il y a plusieurs exploits qui lui sont attribués. Bon, en fait, il faut prendre ça un peu, disons, avec un grain de sel parce que la légende se mêle facilement aux faits. Mais entre autres, il aurait terrassé 150 Irlandais sur le pont, aujourd'hui le pont de Chaudière. Le nom, à l'époque, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'était entre Byton et Ryton. Puis il aurait terrassé justement 150 Irlandais à lui seul. Il aurait accompli d'autres exploits comme dans un bar justement dans la région de l'Outaouais. Il a réussi en sautant, là, je vous fais un peu de truc parce que je suis un grand athlète moi aussi. En sautant, il a réussi à imprimer sa semelle de pied sur le plafond du bar. Fait que, en tout cas, bref. Toutes sortes d'histoires dans le genre aussi, celle où quelqu'un lui demande un chemin à un moment donné, il demande une direction, lui il prend la charrette du bonhomme à un bras, à une main, il la remet dans la bonne direction. Un vrai Canadien. Puis en somme, pourquoi ce bonhomme-là, déjà avant sa mort, là, on commençait à grossir le mythe. Il est décédé dans les années 1860. D'ailleurs, il a fini sa vie sur la rue Sanguinet. Je sais pas si ça peut vous intéresser, la rue du Vieux-Montréal. Puis, ah ok, je pensais que je m'en parlais. Pourquoi ces exploits ont été grossis comme ça? C'est dans un contexte trouble au Québec où on voyait la disparition lente des coureurs des bois, l'insurrection patriote qui avait été matée. En somme, c'est un peu le modèle qu'un peuple inquiet a trouvé pour projeter ses rêves, pour projeter ses peurs, puis aussi pour justement s'en faire un modèle. Très religieux, là. Ouais, voilà. C'était l'imprimeur de l'Institut canadien en fait. L'Institut canadien dont je vous ai parlé au début, celui qui a eu l'idée de diriger le monument aux victimes patriotes ici, c'était en fait les héritiers des patriotes de questions idéologiques, donc des libéraux avec des idées progressistes pour la laïcisation beaucoup, qui étaient opposés donc aux ultramontains à l'époque, donc des gens plus conservateurs au niveau social, très proches du clergé. L'Institut canadien a été excommunié lui aussi parce qu'on a refusé de fournir le livre la liste des livres qui étaient dans la bibliothèque à Monseigneur Bourget à l'époque. Donc l'Institut canadien, ouais, c'est ça, c'est des livres qui étaient à l'index du Vatican, beaucoup. Donc Monseigneur Bourget a excommunié l'Institut canadien et Joseph Guibord avait refusé de quitter l'Institut canadien et on lui a donc refusé une sépulture chrétienne.
Sauf que sa femme a décidé d'amener ça en cours et ça a pris 8 ans pour que finalement le jugement vienne de Londres. Le conseil privé de Londres. C'est ça, venu de Londres pour qu'on décide que Joseph Guibord aurait droit à être enterré dans le cimetière. Donc ça a pris quand même un cortège militaire pour venir enterrer Joseph Guibord au cimetière. Finalement, c'est quand même l'Église qui va avoir le dernier mot. Monseigneur Bourget est venu désacraliser le lot où Guibord repose aujourd'hui. Ça n'a pas pris beaucoup de temps que l'Institut canadien meure, étant donné qu'il avait été excommunié et que beaucoup de membres avaient quitté l'Institut canadien, donc il est mort peu longtemps après. Finalement, c'était un peu la dernière victoire de la pensée libérale avant le siècle de grande noirceur qu'on connaît, où le Québec est complètement sous la chape de l'Église. Il y a aussi Émile Nelligan qui est enterré ici dans le cimetière. On n'ira pas voir sa tombe non plus aujourd'hui, mais ça aurait pu être intéressant. Émile Nelligan est enterré pas trop loin de Joseph Guibord d'ailleurs, un petit peu plus loin. À cette heure ici, on a Louis-Hippolyte Lafontaine qui a été le dirigeant, disons le premier chef d'un parti national, disons. Il a accédé à beaucoup de choses, notamment en fait le respect du français en chambre d'assemblée, la responsabilité ministérielle, puis l'accession aux Canadiens français à des jobs de pouvoir. En somme, il a fait beaucoup, il y a eu beaucoup en fait ce que les patriotes demandaient quelques décennies avant. Ça a été l'adjoint de Papineau, un proche. Louis-Hippolyte Lafontaine, au moment des troubles, c'était considéré comme on pourrait considérer comme un modéré. Il va fuir avec Papineau, il a été en exil. Quand il va revenir ici, il y a eu une correspondance avec des leaders réformistes du Haut-Canada pour construire un parti qui était non plus, disons, basé sur la race, mais sur les idées. À ce moment-là, au Québec, il y avait une vaste contestation populaire là, de l'Union au sein de la population, puis au sein aussi des anciens patriotes. Je pense ici à Denis Benjamin Vigée, à Louis-Joseph Papineau également. Il est arrivé des choses assez loufoques par rapport à son élection, là, la première élection. Parce qu'en somme, les bureaux de circonscription avaient été déplacés le plus loin possible des villages canadiens-français, fort probablement pour favoriser l'élection des conservateurs. En somme, lui a voulu reprendre sa circonscription laissée vacante de Terrebonne, mais le bureau électoral avait été déplacé à New Glasgow. Donc, quand il s'est présenté avec ses partisans, ils se sont fait bloquer la route par des fiers à bras anglophones armés et réticents. Donc, pour éviter comme ça un bain de sang, il a rebroussé chemin. En revanche, Robert Baldwin, pardon, sachant cela, a convaincu son père, William Baldwin, de laisser sa circonscription vacante. Donc, écoutez, Louis-Hippolyte Lafontaine, il a été élu à York, là, en Ontario, là, dans un bastion d'anglais. C'est quand même assez incroyable. Puis, voilà, juste pour répéter, c'est comme je disais, là, il a accédé, il s'est occupé beaucoup de patronage, donc essayé de s'arranger pour que des Canadiens français soient nominés dans des positions de décision. Il a défendu d'ailleurs son premier discours à la Chambre d'Assemblée, c'est fait pour la défense du français, ce que l'acte d'union ne prévoyait pas. Il trouvait ça complètement absurde qu'on interdise en chambre la langue parlée par la majorité de la population. Donc à ce niveau-là, il a quand même fait beaucoup. C'est un de nos grands hommes politiques. Le parc La Fontaine lui est dédié. Il est né à Boucherville, donc le pont-tunnel aussi, vous vous en douterez fort probablement. Voilà. Le bill des indemnisations, d'ailleurs, après que ça a été voté, il y a eu l'incendie du Parlement, justement, donc des loyalistes enragés qui ont foutu le feu au Parlement, qui sont allés saccager sa maison après, d'ailleurs. C'est depuis ce moment-là que le Parlement a été déménagé à Ottawa après une décision de la Reine. Et puis, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a un stationnement là où il y avait avant le Parlement de Montréal, voilà, donc le premier Parlement au Canada, donc patrimoine plus 1, là, on est fort avec ces choses-là. J'appelle là juste pour vous dire qu'on note Denis Benjamin Vigée, comte Séraphin Chérier sont enterrés ici. On a Louis-Michel Vigée ici qui sont enterrés là, donc tous des patriotes très importants. Je parle peut-être de Camille. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Donc il y a Jean-Christian Cartier aussi qui est enterré au cimetière, donc que vous connaissez sûrement comme étant un des pères de la Confédération.
Georges-Étienne Cartier, c'est aussi un vétéran de la bataille de Saint-Denis, donc il était présent à Saint-Denis. Lui aussi a dû se cacher pendant les mandats d'arrestation, étant donné que c'était un des leaders patriotes. D'ailleurs, fait anecdotique, ça a l'air que sa mort a été déclarée dans les journaux à Montréal, donc tout le monde pensait qu'il était mort, mais il était là finalement. Il est revenu, puis il était comme « bonjour, je suis toujours en vie ». Et donc, Georges-Étienne Cartier, ça a été, comme je disais, un des pères de la Confédération, donc c'est le principal artisan de la marche vers l'Ouest, comme on l'appelle, donc celui pour qui c'était très important de rattacher non seulement les provinces des Maritimes, mais aussi beaucoup la Colombie-Britannique. Donc, c'est à coup de promesses, de subventions, de chemins de fer qu'on va réussir à fonder ce qu'est le Canada aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup l'œuvre de Cartier, entre autres, là, de rattacher ces gens-là. Par contre, sa carrière politique va être un petit peu ternie à la fin de ces années avec le scandale c'est le scandale du Pacifique qu'on appelle ça, c'est ça? Où il a reçu finalement des pots de vin financés. En somme, c'est qu'au lieu de faire un appel d'offres, disons, là, il a donné le contrat à un certain Hugh Allen, qui, si je ne m'abuse, était celui qui s'occupait du Canadien Pacifique. En contrepartie, il finançait les coffres du Parti conservateur. Puis moi j'ai lu ça, je trouvais ça quand même intéressant de le mentionner. Ça a été à l'insu de McDonald. Donc McDonald ne l'a pas su, disons, ça a été un peu... voilà, ça a été vraiment la décision de Georges-Étienne Cartier. Donc c'est malheureux, il a fini sa carrière politique en eau trouble. Mais il est décédé très peu de temps après parce qu'il était très malade déjà à l'époque. Il s'est rendu à Londres, où il est décédé d'ailleurs. Sinon, ici, juste quand vous allez sortir, c'est un personnage qui est assez intéressant. Un autre maire de Montréal, décidément, on avait des maires assez spéciaux au début du siècle. Ce monsieur-là, il s'appelle Camille Wood, qui est, avant Jean Drapeau, celui qui a culminé le plus de mandats justement à la mairie de Montréal. Il a commencé son mandat pendant les années troubles de la crise économique. Donc, pour générer des emplois, pour faire travailler les ouvriers au chômage, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été notamment l'initiateur de construction de viaducs, des chalets du Mont-Royal, c'est lui. Pendant ce temps-là, en même temps, en pleine période de récession économique assez horrible, il se faisait construire un gros palace sur la rue Saint-Hubert. Il distribuait généreusement à ses amis. En fait, aussi, il est surtout connu, en fait, il a surtout marqué la postérité pour son discours contre la conscription, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, le gouvernement fédéral avait promis qu'il n'y aurait pas de conscription. Finalement, ils sont revenus sur leur décision. À la Deuxième Guerre mondiale, oui, pardon, je disais, oui, absolument, la Deuxième Guerre mondiale. Puis résultat, Camille Wood a fait un discours enflammé, incitant les gens à la désobéissance civile, c'est-à-dire de ne pas se conformer à ça, quasiment de prendre le maquis, de refuser de servir pour l'armée. Donc ça va lui mériter 4 ans de prison, quand même. Imaginez Gérald Tremblay aujourd'hui, 4 ans de prison, puis il est emprisonné en Ontario. Il va sortir, puis il va être acclamé par une foule à Montréal de 50 000 personnes, puis tout de suite il va être élu, porté par cette vague de sympathie-là. C'est un personnage aussi qui est assez, disons qu'il avait une réputation trouble par rapport à ses liens avec la PEG. En somme, il y avait une espèce de gentille indifférence par rapport, disons, à la corruption au niveau du service de police, puis au niveau justement de l'importance de la PEG à Montréal, comme si c'était en somme une espèce de problème normal. Il ne s'est pas vraiment attardé à ça. Ce que d'ailleurs Drapeau, comme je vous ai introduit tout à l'heure, va s'attarder à réformer. Sinon, vous verrez, en tout cas, en sortant, sa tombe est assez drôle. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont allés à Paris visiter les Invalides, en fait, où Napoléon est enterré. Mais sa tombe, c'est une copie conforme de la tombe de Napoléon. C'est quand même du panache, donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour Napoléon, Camille Wood, pareil. Bref. Ouais, c'est ça. On n'a pas été voir, on les a vus en passant, mais comme je vous disais, la tombe de Denis Benjamin Vigée, donc qui était un des gros bonnets là, du Parti patriote. Lui qui était dans les premiers, il était formé par Pierre Stanislas Bédard, donc qui est le fondateur du Parti canadien, l'ancêtre du Parti patriote. Et lorsque Pierre Stanislas Bédard va être incarcéré, c'est lui et Papineau vraiment qui vont prendre la direction du Parti patriote. Donc, Denis Benjamin Vigée, c'est ça, un des membres fondateurs, lui qui croyait beaucoup aussi en le pouvoir
de l'imprimerie, le pouvoir des journaux. Il va financer beaucoup de journaux dans le Bas-Canada pour éduquer le peuple. Finalement, c'était ça sa vision, c'est que c'est par les journaux qu'on va réussir à changer l'opinion publique et à éduquer les gens. Donc, il a financé beaucoup de journaux comme La Minerve, le Canadian Spectator, des choses comme ça. Et puis, donc c'est ça. Ça lui a mérité aussi d'emprisonnement. Oui, d'ailleurs. Puis ça, c'est une anecdote quand même assez drôle parce que, bon, ben, il s'est fait emprisonner justement pour le financement qu'il apportait à ces journaux-là. Après ça, on a voulu le relâcher pour bonne conduite parce que, bon, il ne faisait pas trop de troubles en prison, mais il refusait obstinément de sortir parce qu'il voulait un procès juste et équitable. Chose que j'ai jamais eue d'ailleurs, il va finir par être mis à la porte de la prison 2 ans après, en ayant refusé de sortir quelques fois là, parce qu'il n'avait pas eu son procès. Puis finalement, 2 ans après, il va être carrément jeté à la porte de la prison. On va pas attendre non plus. Puis, qu'est-ce que sinon aussi c'est C'était quelqu'un de très conservateur, socialement parlant, proche de l'Église, quelqu'un qui voulait conserver le régime seigneurial, qui n'était pas très... les droits et privilèges de l'Église. C'est très conservateur. Donc lui, quand il y a eu le projet de l'Union, on a vu que La Fontaine, c'était quelqu'un qui croyait que l'Union, ça allait rapporter beaucoup, que c'était par l'Union qu'on aurait enfin le gouvernement responsable. Donc La Fontaine, lui, avait décidé de combattre par l'intérieur, par le gouvernement de l'Union. Denis Benjamin Vigée, lui, il trouvait que l'Union, c'était une horreur. Et lui, ce qu'il voyait là-dedans, c'était surtout le principe assimilateur que ça amènerait. Et comme c'était pas quelqu'un de réformiste, c'était pas quelqu'un de libéral, il s'opposait beaucoup à ce projet-là. Donc pour lui, c'était vraiment un gros problème. Et d'ailleurs, les gens qui étaient contre l'Union, on va les appeler les vigéristes. Donc ça faisait longtemps que des gens autour de lui se faisaient appeler comme ça, mais c'est pas pour rien. Donc Denis Benjamin Vigée contre l'Union, il va s'associer ensuite pendant l'Union avec des conservateurs Tories, donc ces gens-là même que les patriotes avaient... L'extrême opposé politique. C'est ça, donc finalement on a crié à la trahison contre Denis Benjamin Vigée. Il va aussi être nommé au conseil législatif plus tard dans sa vie. Chose que les patriotes se sont toujours battus. Il a été nommé au conseil législatif, puis je veux dire, tout le long de l'histoire du Parti patriote, là, ça a fait partie des revendications, c'est-à-dire de réformer ça, de cette espèce de nomination-là du conseil législatif. Puis lui, en fin de carrière, il a joué le jeu, fait que les gens ont crié à la trahison. Denis Benjamin Vigée, c'est quand même 60 ans de vie politique. Là, faut pas... Prêt à poser des questions? Oui, aussi, il y en a qui ont des questions. Questions, commentaires, insultes. En somme, moi, ça, c'est la question un peu touchée, là, parce que, disons, les patriotes, en fait, sont les héritiers du Parti canadien. D'ailleurs, il y a toute une espèce de discussion à savoir quand on a commencé. Parce qu'à l'époque, en somme, on les appelait les réformistes. Mais, disons, le Parti réformiste, écoute, ça date... Pierre Stanislas Bédard, c'est un type, c'est la 2e génération de Canadiens français nés ici au Québec. Non, évidemment, les Canadiens français. Puis si on peut considérer les rouges radicaux comme étant la suite logique des patriotes, moi je m'aventurerais pour répondre une bonne 60aine d'années. Ouais. Je ne sais pas si je pourrais me faire corriger.